Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger le workshop numéro 3 proposé dans cette formation Angular. Donc dans ce workshop, nous allons travailler sur le template Deriven Form. Donc on va travailler sur un formulaire en utilisant le framework Angular et on va implémenter l'approche template Deriven Form. Donc, voilà les objectifs de ce workshop. Donc, le fait de créer et manipuler les variables références de template, créer un formulaire et le lier à un modèle de données, appliquer le two-way data binding, identifier les propriétés d'un form control en utilisant la directive ngModel, identifier les propriétés d'un formulaire en utilisant la directive ngForm, ajouter les contrôles de saisie avec la méthode template Deriven Form. Donc, nous allons continuer sur l'étude de cas, application frontale au commerce. Et dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'ajout d'un produit. D'accord? Donc, on va travailler sur un formulaire et l'objectif de ce formulaire est d'ajouter un produit dans une liste de produits qui est déjà créée. D'accord? Donc, commençons par la première question. Donc, créer un composant appelé form product. Donc, on va commencer par la création d'un composant form product. Donc, j'ai déjà lancé l'exécution de projet. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai déjà créé un projet au Shop Angular et j'ai lancé le projet sous le port localhost 4200. Donc, voilà notre projet. Voilà le contenu de ce composant racine. Donc, dans le appcomponent.html, j'ai ajouté un simple titre. Donc, voilà correction workshop template Deriven Form. Donc, maintenant, je vais créer un nouveau composant. Donc, GC, pour dire Generate Component. Et le nom de composant, c'est Form Product. Donc, voilà, Form Product. Suite à l'exécution de cette commande, donc 4 fichiers seront insérés dans notre projet. Donc, voilà les 4 fichiers. Donc, et voilà le composant généré. Donc, le composant généré se trouve sous le dossier Form Product. Et sous le dossier Form Product, nous allons trouver 4 fichiers. Donc, voilà le fichier TypeScript dans lequel nous allons implémenter la partie logique liée à ce composant. Voilà le fichier HTML qui va représenter la partie template, la partie lisible. Et dans ce fichier CSS, vous pouvez appliquer les fichiers de style. Vous pouvez par exemple changer de couleur, etc. Et le fichier spec, c'est un fichier qui sera dédié aux tests. Bien évidemment, parce que on ne va pas toucher la partie des tests dans cette formation, vous pouvez supprimer ce fichier sans problème. D'accord? Donc, vous pouvez garder tout simplement les 3 fichiers .ts, .html, .css. D'accord? Donc voilà, on a terminé avec la première question. Donc je vais passer à la deuxième question. Donc ajouter dedans une propriété appelée product. Donc on va ajouter dans ce composant, dans la partie logique de ce composant, une propriété. Donc cette propriété sera nommée product. C'est quoi le type de cette propriété? Donc le product, c'est un objet de type product, d'accord? Bien évidemment, il faut créer la classe modèle, d'accord? Donc la classe modèle, dans ce cas, c'est la classe product. Pour créer cette classe, justement, je vais vous montrer les étapes qu'on va les suivre dans ce travail. Donc on va commencer par la création du formulaire. Donc pour cela, on va créer le composant et on va développer le formulaire. Après, on va créer une classe modèle, d'accord? Donc on va créer la classe modèle. Suite à la création de la classe modèle, on va utiliser aussi deux directives, la directive ngModel et la directive ngForm. On va voir les utilités de chaque directive. Et après, on va passer à l'étape numéro 2, c'est la validation de formulaire. Et l'étape numéro 3, c'est la soumission de formulaire. D'accord? Bien évidemment, suite à l'étape de validation. D'accord? Donc, pour cela, je vais commencer par la création de la classe modèle. Donc, pour créer la classe modèle, je vais travailler sous le dossier modèle. Si vous avez déjà travaillé sur le workshop numéro 2 et le workshop numéro 1, vous allez trouver le fichier product.ts déjà créé. Donc, justement, moi, je vais répéter les étapes. Donc, je vais créer ce fichier product.ts et dans ce fichier, je vais créer la classe product. Donc, la classe product, elle va jouer le rôle de la classe modèle. Donc, export classe
product. Dans la classe product, on va ajouter donc pratiquement 4 propriétés. Donc la première c'est l'ID, donc l'ID est de type number. Aussi on va ajouter le titre, donc le title est de type chaîne de caractères. Après le title, on a la quantité aussi est du type number et on va terminer avec le nombre de likes. Si vous avez travaillé déjà sur le workshop numéro 2 et le workshop numéro 1, vous allez trouver la classe product déjà créée, d'accord? Voilà, donc puisque j'ai utilisé le mot-clé export pour implémenter la classe product, donc bien évidemment, je peux importer la classe product dans ce fichier ou dans le composant product. Donc voilà, j'ai terminé comme ça la deuxième question. C'est le fait de créer la classe ou la propriété product. D'accord? Maintenant, je vais passer à la question numéro 3. Donc, créer au niveau de ce composant le formulaire de la figure 1. Voilà, donc on va implémenter le formulaire. Donc voilà, dans ce formulaire, vous allez trouver le champ ID, le champ titre et le champ quantité. D'accord? Donc, on va implémenter ce formulaire dans la partie template. D'accord? Donc, voilà la partie template de ce composant. Et pour voir le rendu de l'exécution, il faut bien évidemment appeler ce composant. Donc, je vais appeler ce composant qu'on a déjà créé, donc le composant form product, dans le composant racine de notre application en utilisant le selector. Donc, voilà, je vais utiliser le selector en tant que balise. Donc, voilà, app form product. Donc, et dans le rendu de l'exécution, comme vous pouvez constater ici, on a appelé le composant form product. D'accord? Donc, voilà, ça c'est le contenu de fichier HTML. Donc, form product works. Donc, voilà, on a bien appelé le composant. Maintenant, on va passer à l'implémentation du formulaire. Donc, voilà, donc je vais commencer l'implémentation de ce formulaire. Donc, justement, pour améliorer la qualité de l'affichage, je vais utiliser Bootstrap. Donc, vous allez trouver dans cette série de vidéos une vidéo qui va vous expliquer comment intégrer la bibliothèque Bootstrap dans votre projet Angular. D'accord? Voilà, donc je vous invite à consulter la vidéo. Donc, l'utilisation de Bootstrap va vous permettre d'améliorer la qualité de votre affichage, va vous aider à développer des applications responsive côté affichage. Donc, voilà, c'est grâce à l'utilisation des classes prédéfinies dans cette bibliothèque. Donc, pour cela, je vais utiliser la classe container et dans la classe container, je vais implémenter le formulaire. Donc, en utilisant bien évidemment la balise form. Donc, on va travailler avec l'approche template driven form pour l'implémentation de ce formulaire. D'accord? Donc, dans l'approche template driven form, on implémente le formulaire ainsi que les validateurs, ainsi que l'affichage des messages d'erreur 100% dans la partie template. D'accord? Et justement, dans la partie logique, on va récupérer les données. Mais les contrôles de saisie, l'implémentation de formulaire, donc tout ça, ça va être implémenté dans la partie template, autrement dans le fichier HTML. D'accord? Donc voilà, j'ai commencé par la balise form et dans la balise form, je vais ajouter donc le premier input, c'est l'ID. D'accord? Donc, comme j'ai déjà mentionné, je vais utiliser le Bootstrap. Mais vous pouvez travailler bien évidemment sans l'utilisation de Bootstrap. Donc, vous pouvez ignorer justement les classes container, les classes, par exemple, ici, je vais utiliser le form group. D'accord? Donc, vous pouvez tout simplement travailler directement avec la balise label et bien sûr après l'input. D'accord? Donc, l'input, l'ID, c'est un input de type number. Voilà, et on va ajouter un name, d'accord? Donc, le name, c'est l'ID. Je vais utiliser une classe Bootstrap qui va vous aider à améliorer l'affichage. Donc, on va voir le rendu sans et avec Bootstrap pour comprendre la différence, d'accord? Donc voilà le rendu de l'exécution. Donc voilà l'affichage sans appeler la classe Bootstrap. Mais si je vais utiliser la classe form control, donc voilà le rendu maintenant. C'est grâce à l'utilisation de cette classe. D'accord? Donc vous comprenez maintenant pourquoi je suis en train d'utiliser les classes Bootstrap. D'accord?
Donc, vous pouvez travailler sans l'utilisation de Bootstrap, mais je vous invite à découvrir cette bibliothèque. Elle est très, très puissante, donc, dans laquelle vous allez trouver des classes qui vont vous aider dans l'implémentation et dans l'amélioration de votre affichage. D'accord? Parfait, donc pratiquement on a terminé avec le premier input, c'est l'ID. Donc voilà, on a ajouté le label, l'input de type number et on a ajouté le name. Maintenant, je vais justement copier l'input ID et je vais ajouter l'input title. D'accord? Donc le title est, voilà, donc je vais changer le nom et c'est un chaîne de caractères. Le titre est un chaîne de caractères, donc voilà, avec le nom title. Et je vais terminer avec la quantité. Donc, pratiquement, on a 3 inputs. La question, c'est pourquoi on a 3 inputs? On a déjà la quantité. On a déjà aussi un autre champ, voilà, une autre propriété, c'est le like. Le like, on va donc justement forcer cette valeur à 0. Pourquoi? Parce que le nombre de likes, ça va être incrémenté suite au clic sur le bouton like. D'accord? Donc, les utilisateurs de notre application vont incrémenter le nombre de likes. Donc, vous ne pouvez pas initialiser le nombre de likes. Donc, par exemple, avec la valeur 100 ou 10, etc. Donc, c'est à vos utilisateurs de liker un produit et d'incrémenter ce chiffre. D'accord? Donc, c'est pour cela, justement, on va travailler juste sur l'ID, le titre et la quantité. D'accord? Et on va voir ensemble comment on va initialiser la valeur de like. Donc, justement, ici, je vais changer le nom uniquement. Donc, voilà la quantité. Voilà donc les 3 inputs. Et je vais terminer avec le bouton. Donc, je vais ajouter un bouton. Donc, en utilisant le langage HTML. Donc, je vais utiliser la balise button. Et je vais justement donner le contenu de cette balise, donc c'est save. Voilà donc le bouton. Justement pour améliorer l'affichage de notre bouton, je peux utiliser une classe Bootstrap. Donc c'est la classe btn par exemple success, donc ça va vous donner la couleur vert. Voilà donc le rendu. C'est grâce à l'utilisation de cette classe Bootstrap. D'accord? Donc voilà, on a bien implémenté notre formulaire. Maintenant, on va passer. Donc, comme vous pouvez constater ici, donc le bouton est coloré en jaune. Donc, je peux justement changer la couleur en utilisant la classe warning. D'accord? Donc, voilà, j'ai changé la couleur. Parfait. Maintenant, on va passer à la question numéro 4. Donc, ajouter les validateurs suivants au niveau de formulaire. Donc, l'ID est obligatoire et ne contient que des chiffres, etc. Donc, voilà, on a 10 conditions à respecter. Donc, on va commencer maintenant le travail sur la deuxième étape, c'est-à-dire la validation de formulaire. Donc, pour cela, je vais utiliser une méthode qui est un peu différente de la méthode qui est déjà présentée dans la vidéo template Driven Form. Donc, dans une autre vidéo, vous allez trouver le travail sur un formulaire d'inscription. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un bouton de type Submit et j'ai utilisé le ng Submit. Donc, dans ce travail maintenant, je vais utiliser une autre méthode. C'est justement pour vous montrer deux méthodes qui sont complètement différentes. D'accord? Donc, pour travailler maintenant sur l'exemple product, je vais utiliser le two-way data binding. C'est-à-dire, dans la partie template de ce composant, on a déjà créé un objet, on a déjà déclaré la propriété product. Donc, la propriété product est du type product, c'est-à-dire c'est un objet. Je peux, dans la méthode ngOnInit, dire que l'objet product, c'est un objet vide. Et on va utiliser l'objet product pour, donc voilà, new product. Donc, et vous pouvez utiliser donc l'objet product pour récupérer les données qui sont déjà insérées dans ce formulaire. Voilà, qui seront insérées dans ce formulaire. D'accord? Pour faire cela, vous pouvez utiliser le two-way data binding, c'est-à-dire l'ID qui va être saisie par l'utilisateur ici. Donc, on va nous la récupérer dans l'objet. Donc, voilà, et dans le champ ID de l'objet product. D'accord? Donc, voilà, j'ai récupéré directement les valeurs des inputs et j'ai forcé ces valeurs dans l'objet product qui est déjà créé en tant qu'objet vide initialement. D'accord? Donc, je peux aussi binder la deuxième valeur, c'est le title. Donc, voilà, c'est le fait de dire qu'on va
faire une liaison entre l'élément, voilà, entre l'input title et entre le champ title de l'objet product, d'accord? Aussi, vous pouvez utiliser le two-way data binding dans le champ quantité. Voilà, donc ici, on a lié les trois inputs avec l'objet qui est déjà créé en tant qu'objet vide initialement. D'accord? Et comme ça, j'ai lié le formulaire qui est déjà créé dans la partie template et une propriété qui est créée dans la partie logique. D'accord? Parfait? Donc, ici, voilà, c'est la première étape, c'est le fait de faire cette liaison entre la partie template et la partie logique. Et vous pouvez aussi travailler justement avec la directive ngModel et vous pouvez ici déclarer le ngSubmit. D'accord? C'est une autre méthode. Donc, si vous voulez découvrir cette méthode, vous pouvez consulter la vidéo Template Driven Form sur l'exemple inscription d'un utilisateur. D'accord? Voilà, donc, je vais commencer par la première condition, c'est le fait de dire que l'ID est obligatoire. Voilà, donc l'ID c'est un champ obligatoire. Donc justement, je vais ajouter l'attribut required, d'accord, pour dire que ce champ est un champ obligatoire, d'accord, et ne contient que du chiffre. Donc pour dire que l'input ID est égal à number, l'ID ne contient que de chiffres, vous pouvez utiliser un pattern. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser un pattern. Et on va afficher aussi un message d'alerte lié à chaque erreur. D'accord? Donc, je vais commencer par le premier input, c'est required. Donc, et je vais ajouter un pattern. Donc, je m'excuse. Voilà. Donc, ici, je vais ajouter un pattern. C'est quoi ce pattern? Donc, je vais imposer le fait de donner que des chiffres, d'accord? Donc, je vais ici dire que je vais utiliser que des chiffres, d'accord? Donc, voilà, c'est grâce à la déclaration de ce pattern. Donc, voilà la syntaxe. Hop. Donc, l'utilisateur, il va nous donner donc des chiffres entre 0 et 9, d'accord? Voilà, le plus, c'est pour dire que l'utilisateur peut donner un nombre illimité, d'accord? Et l'utilisateur, il ne peut donner que des zéros et chiffres. Voilà, que de zéros, des chiffres entre 0 et 9. D'accord? Je m'excuse encore une fois. Alors, on va afficher des messages d'erreur liés à chaque erreur. D'accord? Donc ici, je vais utiliser une classe Bootstrap aussi. C'est justement pour améliorer le rendu de l'exécution. D'accord? Donc ici, on va afficher un message d'erreur lié à la première condition required et un autre message d'erreur lié à la condition pattern. D'accord? Donc voilà, je vais utiliser la classe alert danger. D'accord? Et ici, voilà, on a l'affichage de ce message, c'est le fait de dire qu'il y a voilà une erreur. Parfait. Donc, maintenant, comment on va spécifier, voilà, comment on va associer un message à chaque erreur. D'accord? Donc, on va donner un message spécifique. D'accord? Donc, il faut ajouter une condition. Pourquoi? Parce que si je n'ajoute pas une condition ici, on va toujours trouver l'affichage de ce message. Alors que ce message, il sera affiché uniquement si l'utilisateur, dans le cas où l'utilisateur, il ne respecte pas la condition. Donc, je vais guider l'utilisateur de notre application. Donc, je vais guider le visiteur de notre application afin de donner des messages personnalisés, des messages liés à chaque erreur. D'accord? Par exemple, je vais commencer par l'ID. Donc ici, je vais donner la condition, donc ngIf, si on a un problème lié à l'ID. Donc la question maintenant, comment on va pointer sur l'ID? Est-ce que vous allez travailler avec le product.id? Donc est-ce que vous allez dire c'est le product.id est égal à nul, donc voilà le message. Sinon si le product.id ne respecte pas le pattern, voilà le message. Et comment vous allez tester si le product.id il respecte oui ou non le pattern? Donc il y a une méthode qui est très simple.
et qui va vous aider à gérer toute cette complexité. Donc, c'est grâce à l'utilisation de la directive ng-model. Donc, la directive ng-model permet de contrôler chaque input. D'accord? Donc, permet de contrôler les validateurs et la valeur de chaque input. Donc, pour faire cela, il faut utiliser une variable référence qui va pointer sur l'input, par exemple, ID. D'accord? Donc, on va associer une variable référence pour chaque input dans notre formulaire. Donc, pour faire cela, on va utiliser la syntaxe suivante. Donc, on va utiliser le dièse, d'accord, le hashtag, et on va dire par exemple ici que le nom de cette variable, c'est input. Ça va être égal à quoi? Donc, ça va être égal à la directive ng-model. Donc, pourquoi on va utiliser cette directive ng-model? Donc, comme j'ai déjà mentionné, cette directive, elle va nous permettre de suivre chaque input dans notre formulaire. D'accord? Donc, voilà l'affichage du code source. Donc, nous sommes en train de travailler sur l'input ID. D'accord? Donc, j'ai ajouté cette variable de référence à i et je peux utiliser maintenant le i pour donner les messages. Donc, dans le cas où i est invalide, c'est-à-dire dans le cas où l'input i est invalide, donc voilà les contrôles invalide, valide, errors, etc. sont tous des propriétés données avec la directive ng-model. D'accord? Donc, dans le cas où le i est invalide, nous, on va donner ce message d'erreur. D'accord? Donc, on va voir l'exécution. Donc, voilà, l'affichage de ce message est lié à une condition. Donc, ici, on va donner, par exemple, des valeurs. Par exemple, je vais donner la valeur 1. Donc, comme vous pouvez constater, le message est supprimé. Pourquoi? Parce que j'ai bien respecté la condition, ou plutôt les deux conditions. Donc, j'ai respecté la condition required et j'ai respecté déjà la condition de pattern. D'accord? Si, par exemple, vous allez changer le type de ID, vous pouvez ici utiliser le type texte. Mais comment vous allez forcer l'utilisateur à taper justement que du chiffre? Donc, dans l'ID, en utilisant le type texte, je peux utiliser, par exemple, des lettres. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai toujours le message erreur. D'accord? Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté la deuxième condition. C'est le fait de donner que des chiffres. D'accord? Donc, je vous propose dans ce cas de donner un message qui est lié à chaque erreur. C'est-à-dire, si l'utilisateur n'a pas respecté la condition required, je vais donner un message qui est lié à cette condition. Sinon, on va donner un message lié à la deuxième condition, c'est le fait de donner que deux chiffres. Pour cela, je vais raffiner un peu cette invalidité. Donc, je vais donner un message div, par exemple, je vais dire que ID is a required field. OK? Donc, quand on va afficher ce message, c'est lorsque l'utilisateur ne respecte pas la condition required. C'est pour cela que je vais ajouter la condition ngIf i.errors, c'est-à-dire s'il y a un problème lié à la condition required, donc voilà le message. Si je respecte cette condition, par exemple, j'ai donné ici, voilà, donc j'ai tapé Z. Donc j'ai respecté la condition required, mais je n'ai pas respecté la deuxième condition. Donc, il faut donner aussi un message qui est lié à la deuxième condition. C'est-à-dire le fait de dire que on va afficher un deuxième message si le i.errors est égal à pattern. C'est-à-dire s'il y a une erreur qui est liée au pattern. Donc, voilà le message. Donc, je peux, par exemple, modifier le contenu de ce message. Donc, on va dire que please provide, donc please provide a valid ID. D'accord? Donc, on va voir le rendu de l'exécution maintenant. Donc, voilà le rendu de l'exécution. Donc, initialement, on n'a pas encore donné la valeur de l'ID. Donc, c'est pour cela qu'on a l'affichage de ce message ID is a required field. Donc, je vais donner maintenant la valeur de l'ID, par exemple la valeur 12.
Donc, j'ai bien respecté la condition required et la deuxième condition, c'est le fait de donner que deux chiffres. Maintenant, je vais donner par exemple des lettres. Donc, comme vous pouvez constater ici, il m'a affiché le message Please provide a valid ID. D'accord? Donc, voilà, comme cela, on a affiché des messages personnalisés ou des messages associés à chaque problème. D'accord? Donc, mais vous ne pouvez pas directement afficher ce message. Donc, il faut attendre l'utilisateur. Donc, lorsque l'utilisateur ou le visiteur de l'application, il va donner une valeur et ou sans respecter la condition, donc, vous allez afficher le message. Pour cela, je vais ajouter une autre condition. Donc, je vais dire que si le i est invalide, le i est touched, c'est-à-dire si l'utilisateur il a touché cette valeur, mais il n'a pas respecté la condition. Donc, dans ce cas, on va afficher un message. D'accord? Donc, voilà, initialement, on n'a pas l'affichage de ce message. Donc, si je visite le champ ID sans donner une valeur, il m'a dit, hop, wait, le ID is a required field. Voilà, donc ici, je vais essayer de donner une valeur. Si je n'ai pas donné une valeur qui est valide, donc il va m'afficher le deuxième message, donc please provide a valid email, a valid ID. Donc ici, voilà, j'ai donné la valeur 12, donc j'ai respecté les deux conditions, donc voilà, dans ce cas, on n'a pas affiché les messages. D'accord? Donc on va passer maintenant à la deuxième condition, donc c'est le fait de dire que le titre est obligatoire et contient au minimum 3 caractères. Donc voilà, maintenant on va travailler sur le titre. Donc pour cela, on va ajouter les deux conditions. Donc commençons par la première condition, c'est le fait de dire que le titre est, c'est un champ obligatoire. Et la deuxième condition, c'est le fait de dire que le min length est égal à 3. Donc je peux utiliser directement l'attribut min length et c'est égal à, ça va être est égal à la valeur 3. Donc maintenant, on va afficher des messages associés à chaque erreur, d'accord? Et pour faire cela, il faut ajouter une variable de référence. Donc je vais, voilà, écrire dièse t par exemple, est égal à quoi? Est égal à, bien évidemment, à la directive ngModel. D'accord? Et en utilisant cette variable t, donc je peux pointer vers les erreurs. D'accord? Et je peux afficher des messages adéquats à chaque erreur. Donc, pour faire cela, je vais utiliser la classe Bootstrap Alert Alert Danger. Donc, j'insiste sur le fait que l'utilisation de ces classes, c'est uniquement pour améliorer l'affichage. D'accord? Donc, Alert Alert Danger. Et on va afficher ce message d'alerte uniquement dans le cas où le T, c'est-à-dire l'input title, est invalide. Et surtout si l'utilisateur il a visité ce champ sans respecter les deux conditions. Donc voilà, je vais ajouter donc dans ce cas le t.touched. Voilà. Donc, dans ce cas, on a deux messages. Donc, un message lié à la condition required et un message lié à la propriété min-length. D'accord? Donc, pour cela, donc, je vais ajouter deux conditions pour donner des messages, un message spécifique à chaque erreur. D'accord? Donc, je vais commencer par le premier message, c'est le fait de dire que le title est un champ obligatoire, donc is a required field. Et ici, je vais donner la condition, bien sûr, en utilisant la directive structurelle ngIf. C'est quoi cette condition? C'est le fait de dire que le t.error, c'est-à-dire on va afficher ce message si on a une erreur liée à la condition required. Et on va afficher un autre message. Donc, c'est le fait de dire que le min-length est égal à 3. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser, voilà, la propriété min-length. D'accord? Et ici, on va dire que le title min voilà, is equal to 3 par exemple. Voilà, donc ici on a donné un message à chaque erreur. On va tester maintenant ensemble le rendu de l'exécution. Donc, j'ai visité le champ titre sans donner une valeur. Donc voilà, il m'a affiché le message title is required field. Maintenant, je vais donner par exemple juste la valeur R. Donc voilà, il m'a affiché le message title min length is equal to 3.
Donc maintenant, je vais donner trois caractères. Donc voilà, j'ai bien respecté les conditions. Donc voilà, par exemple, la valeur t-shirt. Donc j'ai bien respecté les conditions. Donc pour cela, donc voilà, on n'a pas des messages d'erreur. D'accord? Donc voilà, je vais terminer avec la quantité. Donc la quantité doit être supérieure à 0 et contient 3 chiffres. Donc voilà, on va passer maintenant au champ quantité. Donc le champ quantité est un champ obligatoire et il doit contenir au moins 3 chiffres. D'accord? Et c'est un entier positif. D'accord? Donc pour travailler sur ces 3 conditions, je vais commencer par l'ajout d'une variable référence. D'accord? Donc en utilisant la directive ngModel, je vais utiliser cette variable. Donc voilà, de la DSQ est égal à ngModel. Par la suite, je vais ajouter les 3 conditions. Donc commençons par la première condition, c'est le fait de dire que ce champ est un champ obligatoire. Donc pour cela, je vais ajouter l'attribut required. Maintenant, on va travailler sur la deuxième condition. Donc la quantité doit être supérieure à 0 et contient 3 chiffres. D'accord? Donc pour cette condition, je vais utiliser un pattern. Donc dans ce pattern, on va dire que la quantité est positive et contient au minimum 3 chiffres, ou contient 3 chiffres exactement, d'accord? Voilà, donc je vais utiliser un pattern. Donc l'utilisateur, il va nous donner une valeur initialement qui est supérieure à 0. Donc il ne peut pas commencer par 0, donc c'est pour cela qu'il va nous donner un chiffre entre 0, entre 1 et 9. D'accord? Donc par la suite, il peut nous donner un chiffre entre 0 et 9. Donc le deuxième chiffre, c'est entre 0 et 9. Donc, je répète encore une fois les conditions liées au champ quantité. Donc le champ quantité, c'est un champ obligatoire positif, c'est-à-dire supérieur strictement à 0, et contient exactement 3 chiffres. Donc voilà, on a le premier chiffre est un chiffre entre 1 et 9. Le deuxième chiffre, ça peut être entre 0 et 9. Et le troisième chiffre, donc c'est toujours entre 0 et 9. D'accord? Donc voilà le pattern. Bien évidemment, vous pouvez déclarer ce pattern d'une autre manière. D'accord? Donc il y a toujours plusieurs solutions pour travailler sur les conditions. Vous pouvez aussi travailler avec le q.value directement sans avoir besoin d'utiliser le pattern. D'accord? Donc finalement, il y a toujours plusieurs solutions. Donc pour afficher maintenant les messages d'erreur, on va utiliser la directive ngIf, la directive structurelle ngIf, et je vais ajouter la classe bootstrap, donc la classe alerte danger. D'accord? Donc je vais commencer par la première condition, c'est le fait de dire que la quantité est un champ obligatoire. Donc si on a une erreur liée à la condition required, donc on va afficher ce message. Donc quantity is a required field. Else, si on a une erreur qui est liée à la deuxième condition, donc on va afficher un autre message. Donc voilà, ici, il faut aussi ajouter la condition. Donc c'est la condition qui est liée au pattern. D'accord? Donc voilà, pattern. Et ici, on va dire que, par exemple, le message please provide valid quantity. Vous pouvez aussi changer le contenu de message selon vos préférences. Voilà, donc maintenant on va tester notre application. Donc voilà l'exécution. Le quantity is a required field. Donc on a toujours le message affiché directement. Donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté une condition liée au champ. D'accord? Donc je peux ajouter cette condition ici. Donc c'est-à-dire le fait d'utiliser la directive ngIf et de dire qu'on va afficher les messages si et seulement si les conditions liées à l'input Q ne sont pas respectées. Donc c'est pour cela qu'on va ajouter dans le cas où le Q est invalide. Donc l'input est invalide et si l'utilisateur aussi il a validé, il a visité ce champ sans
sans respecter les conditions. Donc voilà, ici un lq.touch. Voilà. On va tester maintenant l'application. Donc voilà, on a notre application. Je vais donner par exemple, j'ai visité le champ sans donner une valeur, donc il m'a affiché le message quantity is required field. Je vais donner par exemple la valeur 1, donc please provide a valid quantity. Si je vais donner par exemple 1, 0, 9, donc j'ai respecté la deuxième condition, c'est le fait de donner 3 chiffres, et je donnais 3 chiffres qui sont supérieurs à 0, d'accord? Donc, si je donne la valeur 0, donc, please provide a valid quantity. Si je donne une valeur négative, donc voilà, et si je donne 3, par exemple, ici, moins 5, 6, 7, donc voilà, toujours il m'affiche le message. Donc voilà, on a pratiquement travaillé sur les conditions, d'accord? Donc, le bouton Save est désactivé tant que le formulaire est invalide. Donc, pour travailler sur le bouton Save, on va utiliser la directive ngForm. Pour travailler avec cette directive ngForm, donc on va maintenant ajouter quoi? Donc on va ajouter une variable référence, mais cette fois-ci, cette variable de référence, elle va pointer sur le formulaire. Pourquoi? Parce que nous, on va désactiver le clic sur ce bouton Save tant que l'utilisateur il n'a pas respecté une des conditions qui sont déjà liées aux inputs. Si vous allez travailler sur chaque condition à part, donc ici, vous allez pratiquement ajouter plusieurs conditions, c'est-à-dire le fait de contrôler le champ ID, le champ title, le champ quantité et de contrôler chaque condition liée à chaque input. Donc, pour éviter cela, il y a la directive ngForm. Donc, la directive ngForm permet de contrôler les inputs que vous avez déclarés dans le formulaire. Pour faire ça, donc, on va ajouter une variable référence. Mais cette variable référence, elle va pointer sur le formulaire. Donc, je vais déclarer cette variable avec le dièse f et je vais dire que cette variable, ça va être égale à ngForm. Donc, on utilise la directive ngForm pour contrôler les inputs, tous les inputs qu'on a dans le formulaire. Autrement, c'est pour contrôler le formulaire, alors qu'on utilise la directive ngModel pour contrôler un input dans le formulaire. Donc ici, donc le save, ça va être lié au formulaire et non pas à chaque input. D'accord? Donc ici, on va dire ce bouton Save sera désactivé tant que l'utilisateur n'a pas respecté. Donc pour désactiver ce bouton, on va utiliser la propriété Disabled. D'accord? Donc, et on va utiliser le Property Binding. Donc, cette Property Disabled, elle va recevoir une valeur booléenne. Donc, c'est-à-dire, elle va recevoir True or False. C'est pour cela que je vais donner une condition. Et l'output d'une condition, c'est toujours égal à True or False. Donc, c'est quoi cette condition? C'est le fait de dire que si le f est invalide. Tant que le f est invalide, l'output de cette condition, c'est true. Et dans ce cas, le bouton sera désactivé. Donc, c'est quoi le f? C'est le formulaire. Donc, le f est invalide selon quoi? Selon les conditions qui sont déjà données pour chaque input. D'accord? Tant qu'une de ces conditions n'est pas respectée, donc le formulaire, il ne sera pas validé. D'accord? Donc, si les inputs sont validés, dans ce cas, le formulaire, ça va être validé aussi. D'accord? Donc, voilà, ce bouton, il sera désactivé tant que le F est invalide. Donc, on va voir ensemble le rendu de l'exécution. Donc, voilà, le bouton est désactivé. Si je donne des valeurs valides ici, donc je respecte toutes les conditions, voilà, le bouton est actif. Donc, je peux cliquer sur ce bouton sans problème. D'accord? Et comme ça, on a terminé la question numéro 4. On a travaillé sur chaque condition liée à chaque input de notre formulaire. On a aussi travaillé sur le bouton Save. Aussi, on a ajouté, donc on a terminé en parallèle la question numéro 5, c'est le fait qu'on a travaillé sur les messages d'alerte. Donc, on a ajouté les messages d'alerte. Maintenant, on va passer à la question numéro 6. Donc, une fois le bouton ajouté est actif, donc le bouton Save est actif, en cliquant sur ce bouton, on va ajouter les données qui sont déjà saisies dans une liste. D'accord? Donc ici, on va travailler sur l'ajout de ce produit-là dans une liste. Donc, il faut
donc créer cette liste. Donc cette liste, ça va être une liste de produits. Donc voilà un tableau des produits et initialement cette liste c'est une liste vide. Donc this list est égal à quoi? Est égal à une liste vide. Et lorsque l'utilisateur il va cliquer sur le bouton Save, nous on va insérer l'objet, d'accord, produit qui est déjà donné dans ce formulaire dans la liste. Pour faire ça, il faut lier le clic sur ce bouton à l'exécution d'une méthode dans le TypeScript. Le rôle de cette méthode, c'est d'ajouter un élément dans le tableau, voilà, un objet dans ce tableau. Donc ça va être la méthode save. La méthode save, elle va ajouter un objet dans une liste. Donc, comment vous allez déclencher l'exécution de cette méthode save? C'est suite au clic sur ce bouton. Pour cela, on va utiliser le event binding. Donc, je vais ajouter l'événement click et suite à l'événement click, je vais exécuter la méthode ou je vais appeler la méthode save. Donc, la méthode save, elle va ajouter l'objet qui est déjà donné ou les données qui sont déjà insérées dans le formulaire dans la liste. Nous, on a déjà préparé ça. On a déjà récupéré les données dans l'objet product. Donc, tout simplement, dans la méthode, on va faire quoi? On va insérer l'objet this product qui est initialement un objet vide. Et suite, on clique sur ce bouton Save, ça va être un objet avec des données. On va ajouter l'objet dans la liste. D'accord? Donc, mais avant d'ajouter ce produit dans la liste, on va terminer le champ like. Donc, comme j'ai déjà dit, le champ like, ça va être égal à 0 initialement. Et comme ça, on a terminé l'objet. D'accord? Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, nous, on va appeler la liste et on va utiliser une méthode prédéfinie, c'est la méthode push. Cette méthode push, c'est une méthode paramétrée. Elle va prendre en paramètre un objet et elle va insérer l'objet dans la liste. D'accord? Donc ici, nous, on va insérer l'objet product dans la liste des produits. Pour voir si on a déjà inséré l'objet correctement, oui ou non, on va utiliser le console.log pour consulter le contenu de la liste. Hop. Donc console.log this.list. Et on va voir aussi le contenu de la liste avant le clic sur ce bouton Save. Donc pour consulter la différence. D'accord? Donc ici, je vais ajouter un autre message, c'est le fait de dire console.log. After the click. C'est-à-dire, voilà le contenu de la liste après le clic sur le bouton. D'accord? Voilà, donc on va tester maintenant le rendu de l'exécution. Voilà donc notre formulaire. Je vais inspecter donc les éléments pour voir la partie console en parallèle. D'accord? Donc, comme vous pouvez constater, ici, on a déjà fait console.log dans la méthode ngOnInit. Donc, voilà, initialement, on a une liste vide. D'accord? Donc, voilà, notre liste, elle est vide. Donc, je vais commencer par l'ajout des données. Donc, si ici, je donne par exemple la valeur Z, please provide a valid ID. Donc, il faut donner un chiffre. Donc, voilà, je vais donner par exemple la valeur 12. Je vais ajouter un titre. Donc, voilà, t-shirt 4. Si je ne respecte pas cette condition, par exemple, je laisse ce champ vide. Donc, voilà, il m'affiche le message title is required field. Si je donne par exemple justement deux lettres, il m'a donné le message title min length is equal to 3. D'accord? Et si je donne une valeur valide telle que la valeur t-shirt 4, donc voilà, le message est caché. Voilà, donc maintenant je passe à la condition quantité. Donc comme déjà mentionné dans l'exercice, donc la quantité c'est un champ positif et supérieur à 0. Donc si je donne par exemple la valeur 0, donc il me donne le message please provide a valid quantity. Donc ici si je donne par exemple la valeur 120, donc j'ai respecté les conditions et hop, on a le bouton save est bien activé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a respecté les conditions. Donc dans ce cas, je peux cliquer sur ce bouton save pour lancer la méthode save qui va ajouter l'objet dont l'id est égal à 12 dans la liste. Donc
cette liste qui est initialement vide. Donc, je vais cliquer sur ce bouton Save. Donc, voilà, donc, after the click, donc voilà, on a les messages. Et voilà, donc, l'ajout de l'objet dans la liste. D'accord? Si j'ajoute un autre objet, par exemple, avec l'ID 13 et je clique sur ce bouton Save, donc voilà, on a deux produits dans la liste. Un produit dont l'ID est égal à 13 et un autre dont l'ID est égal à 13. Donc, pourquoi? Parce que ici, il a travailler sur le même objet, d'accord? Donc pour éviter ce problème, de préférence, il faut vider l'objet, donc c'est-à-dire l'écraser le contenu de l'objet, et par la suite initialiser le contenu, d'accord? Donc voilà, comme ça, on a travaillé sur le formulaire, sur l'ajout des données dans ce formulaire, d'accord? Et sur la validation des données dans ce formulaire, d'accord? Merci pour votre attention. Donc, pratiquement, on a terminé la correction de workshop numéro 3.